Un petit résumé du livre, et si on s'arrêtait un peu de manger de temps en temps? Un titre original, et on verra dans ce livre, il y a effectivement des originalités, des idées stimulantes. C'est une édition de 2015 qui fait 272 pages. Et au dos de ce livre, déjà, on peut voir une introduction, on va dire, qui va nous positionner dans le ton de ce livre. Par exemple, comment l'immense majorité de la population mondiale en est-elle arrivée à penser que s'arrêter de manger quelque temps est dangereux, impossible ou idiot? Ou alors, comme un drogué a besoin de sa dose régulière, nous sommes tout autant dépendants de nos doses alimentaires quotidiennes. Voilà, on retrouve le ton de ce livre qui en fait va essayer de nous mettre devant nos réalités par rapport à la nourriture, l'éducation et puis d'autres choses aussi, bien sûr, l'industrie alimentaire qui n'est pas sans avoir des implications sur nos croyances. Donc Bernard Clavière, en fait, est on va dire un activiste et quelqu'un qui aujourd'hui est conférencier autour de la santé naturelle. Il a beaucoup voyagé depuis très jeune, en fait, donc il est allé voir pas mal de pays et s'est inspiré aussi de leur manière de vivre. Et en 1980, il a étudié à Hippocrate avec Anne Wigmore autour des aliments vivants, des jus d'herbe, des jeunes pousses germées. Donc c'est là qu'il a appris aussi pas mal de choses autour de la nourriture vivante dont il parlera dans son livre. Puisqu'on va voir qu'en final, il est composé de différentes parties. Une première partie intéressante autour des clichés. Au final, d'où viennent tous ces clichés, quels clichés on a, et puis essayer un petit peu de les démonter ou d'ouvrir des brèches pour qu'on puisse se poser des questions et se remettre un peu en question. Après, des raisons pour pouvoir s'arrêter de manger, en final, l'idée c'est quand même de donner quelques motivations. Et puis, comment s'arrêter de manger, quelle logique, et puis ses conseils de santé aussi. Voilà, donc on va pouvoir parcourir ce livre avec quelques idées clés en fait pour vous donner une idée de ce qu'il contient et puis vous donner aussi envie de faire vos expériences. Et puis j'apporterai mes conclusions à la fin. Donc dans la préface, on parle déjà d'études aux USA avec des souris qui effectivement se comportaient beaucoup mieux en ayant jeûné après des chimios par exemple, avec des groupes témoins. Donc on va retrouver souvent ces petites études-là qui nous font réfléchir aussi en disant que si on a pu faire des essais sur des souris avec de tels résultats, on peut imaginer que pour l'homme, ça peut s'appliquer. Dans l'introduction, on dit aussi que les cliniques et les maisons de jeûne non médicalisées se comptent par dizaines en Allemagne. Donc on verra souvent, issus de ces voyages, des indications comme ça de ce qui se passe dans d'autres pays. Dans les considérations préliminaires, on va pouvoir lire que les animaux cessent de s'alimenter spontanément en cas de maladie ou d'indisposition. C'est des choses qu'on peut observer facilement sur les chats et sur les chiens, et qui effectivement montrent que c'est un phénomène naturel. Les Égyptiens aussi jeûnaient presque à toutes les fêtes, encore quelque chose d'ancré dans des traditions ancestrales. Et du coup, pourquoi a-t-on cette perte de discernement? Alors il parle de l'expérience de Milgram, cette personne qui représentait l'autorité et qui pouvait aller jusqu'à infliger des décharges électriques mortelles à d'autres personnes. Donc on va retrouver cette notion d'espèce d'autorité et de lieu commun qui doit s'imposer au plus grand nombre. Un parti sur les clichés, sur cette partie-là, en fait, on va retrouver des principes de base qui existaient historiquement au niveau médical. Et ce n'est que vers la moitié du 19e siècle que certains médecins ont commencé à recommander de s'alimenter quand on était fiévreux. Avant, c'était effectivement complètement déconseillé, c'était au lit, à la rigueur avec un bouillon de légumes, et puis c'était tout, quoi. En 1937, dans une encyclopédie, la New Standard Encyclopedia, stipule que pour les humains, la mort arrive après 8 jours de privation de nourriture. Donc on voit qu'à partir d'un moment donné, effectivement, on a commencé à redire ne pas manger c'est dangereux. Donc 1937, on peut vivre 8 jours. En 56, dans les écrits, on commence à voir qu'on pouvait vivre entre 17 et 76 jours. Bon, c'est assez large, mais ceci dit, on est tous différents. Et aujourd'hui, dans Wikipédia, on peut voir que on peut supporter jusqu'à 3 mois en bonne santé, avec un suivi médical à partir de la 4e semaine, bien sûr. On va dire qu'effectivement, comme on est tous différents, il y a quelqu'un qui serait
très sous-nutris ou autres pourraient bien sûr ne pas faire plusieurs mois de jeûne. Donc la conclusion de cette partie-là, c'est n'aurions-nous pas cultivé inconsciemment cette conviction profonde que nous ne pouvons pas vivre sans manger constamment, jusqu'à l'ériger en véritable loi naturelle, simplement pour satisfaire un plaisir physique. Effectivement, il peut y avoir aussi ça en motivation de fond. Toujours assez plaisant de manger. Alors, quand on se dit, bah tiens, aujourd'hui, et si je ne mangeais pas, à un moment donné, effectivement, le plaisir physique pourrait se rappeler à nous. Le cliché numéro 1, il faut manger pour prendre des forces, avoir de l'énergie. Bon, ça, c'est vrai que c'est normalement, maintenant, quand même assez compris que le sucre ou la nourriture apporte une brève poussée d'énergie. C'est quelque part après une demande de repos pour pouvoir digérer, hein, le coup de barre, soit à 11 heures, soit après le repas du midi. L'énergie dépensée pour digérer et assimiler ce que nous mangeons est d'autant plus grande que cette nourriture est artificielle, industrielle ou transformée. Et oui, notre mental nous raconte plein de bobards, comme il dit, et nous y croyons dur comme fer. Deuxième cliché, si je ne mange pas, je vais avoir faim. En fait, ce n'est pas la faim qui nous tiraille, c'est simplement le désir de manger. Et Shelton appelait cette faim ressentie en début de jeûne une espèce d'irritation gastrique. Et la sensation de faim disparaît au bout de 3 jours et n'apparaît qu'au bout de 6 à 7 semaines. C'est vrai, effectivement, pour avoir testé, au bout de 2-3 jours, la faim n'est plus là du tout, en fait. Cliché numéro 3, il faut manger pour vivre. Donc là, plein de témoignages de personnes qui ont jeûné plein de fois, alors en passant par Gandhi, bien sûr, qui a jeûné 17 fois 21 jours pour libérer son peuple, entre autres. Hein. Et puis plein de personnes comme ça citées. Il dit aussi qu'il semble qu'aucun gréviste de la faim ne soit décédé avant 52 jours de jeûne. La plupart décédaient après 60 jours, voire 74 jours. Bon, c'est un peu glauque, mais c'est une manière aussi de voir, avec des faits concrets, on va dire la phase ultime de quand est-ce qu'on serait censé mourir en s'arrêtant de manger. Un chapitre sur manger une addiction fatale. La santé, ça s'apprend, et ça devrait s'enseigner dans les écoles, on est bien d'accord. Mais l'industrie agroalimentaire, c'est un budget colossal, ce sont des pubs à n'en pas finir, et pour les enfants, généralement, on va voir que ça porte beaucoup sur des produits sucrés, salés ou gras. Ça, on a pu le constater aussi. Un chapitre qui s'intitule « Vous n'êtes pas obèse ?» Point d'interrogation, ne vous réjouissez pas si vite. Effectivement, on a souvent vu autour de nous des gens à qui on disait toi tu peux manger tout ce que tu veux, tu grossis pas, c'est pas pour ça que l'on est en santé. Ce chapitre est intéressant justement parce qu'on va à la fois repartir d'où ça vient, le côté mange, fais plaisir à maman, et puis effectivement en passant par Harvard qui est financé par les industries du sucre, de la viande et du lait, avec un conflit d'intérêts évident. Et effacer tout ça, changer de programme, c'est compliqué effectivement. Donc il va après aborder la liste des symptômes d'intoxication, intoxination qu'on pourra avoir liés à nos écarts alimentaires divers et variés, soit en trop, soit en source de polluants, produits industriels, etc. Il dit par exemple au réveil, est attentif aux symptômes mentaux, par exemple un esprit confus, une impression d'être embrouillé, d'être dans le coton, d'avoir des idées lentes, une mémoire défectueuse. Bon, ça c'est pour le mental. Côté émotionnel, une impression de lassitude, un manque d'entrain, une mauvaise humeur, un peu d'anxiété. Ou des symptômes physiques, des paupières enflées ou collées, des yeux rouges, des troubles de vision, des troubles de la peau, etc., etc. Donc là les listes sont assez longues. Et pourquoi le matin? Parce que le matin, au final, on a nos processus d'élimination qui ont démarré dans la nuit, parce que la digestion a été terminée. Et effectivement, le matin, on va être dans notre état normal en cours d'élimination, avec du coup des choses qui vont se voir. Et c'est vrai que manger le matin, il y a le côté plaisir, mais il y a le côté interruption du processus d'élimination, et qui du coup supprime immédiatement une bonne partie de tous ces symptômes. Et du coup, on pense que l'on va mieux. On a juste repoussé l'élimination à la nuit suivante, si tant est qu'on ne mange pas trop tard et qu'on ait une nuit satisfaisante, mais c'est un autre sujet. Donc le corps n'oublie jamais rien,
que ce soit des privations de sommeil, d'exercice, le manque d'alimentation vivante, etc. Le concept hygiéniste, il dit, se résume en une phrase: on n'est pas malade parce qu'on a le cancer, on a le cancer parce qu'on est malade. Ça peut surprendre, ça mérite d'y réfléchir un peu, et ça s'explique très bien. Il dit: nous souffrons et mourrons d'un long empoisonnement, avec aussi bien sûr un tour vers la mort commence par le côlon, hein, cette citation qui commençait à être connue. Mais en fait, ce prix Nobel de médecine, hein, le professeur Metchnikov, au cours de 22 000 opérations qu'il a réalisées, n'a jamais trouvé un seul côlon normal. Ça va être détaillé ici. Après, avec des affirmations, par exemple, 90% de toutes les maladies chroniques sont dues à un côlon dysfonctionnel. Le temps de transit, normalement, doit être d'environ 24 heures. Ça peut être observé dans des populations qui avaient des nourritures de la forêt, on va dire. Hein. Et on est plutôt à 60 heures aujourd'hui, voire 70 heures de transit. Et effectivement, tout pendant que ça transite et que c'est pas évacué, ce sont des toxémies dont, hélas, on profite dans le mauvais sens du terme. Et le côlon, on peut retrouver justement lors de ces autopsies des couches à l'intérieur qui peuvent atteindre 12 mm avec la consistance d'un pneu. Et du coup, une lumière toute petite qui permet seulement de laisser passer les matières fécales, donc des évacuations très lentes. D'ailleurs, on peut imaginer avoir une diarrhée et ne pas être constipé, mais en fait, ça pourrait être uniquement le résultat de ce passage très petit qui pousserait à avoir des matières fécales très liquides pour pouvoir être évacuées. Donc les observations ne sont pas toujours non plus évidentes à interpréter. Donc sur ce chapitre, j'en resterai là. Alors, quelques bonnes raisons de s'arrêter de manger. Il y a beaucoup de choses citées ici, donc jeûner pour retrouver la santé, avec pas mal de citations, que ce soit des docteurs, les docteurs Berthelot, Jensen, Buchinger, etc., avec des choses intéressantes à voir sur ces motivations, sur effectivement retrouver la santé avec des expériences de docteurs en final. Hein. Après, bilan toxémique individuel. Aller à la salle régulièrement, ce n'est pas y aller tous les jours, mais à chaque repas. Bon, cette affirmation est faite par Bernard Clavière, on peut la retrouver aussi par ailleurs. Voilà, alors elle est, comme toujours, on est tous différents, c'est à chacun de voir. C'est vrai que si des fois on se met ça en tête, on peut arriver assez facilement à ça en final. Bon, à voir. En tout cas, tous les jours, effectivement, ça paraît quand même être quelque chose d'assez naturel, voire indispensable. Rappelons-nous, le transit normal, il est de 24 heures. Quelque part, normalement, tous les 24 heures, à minima, on doit pouvoir évacuer ce qui ne sert pas à l'instant T au corps humain. Il a fait un petit questionnaire ici là, pour ce bilan toxémique individuel avec des questions où à chaque fois qu'on répond oui à une question, en fait on perd un point santé comme il dit. Donc on va passer par la cigarette, le côté viande, les produits laitiers, les médicaments, les kilos en trop, comment on a notre famille au niveau longévité, si on attrape des rhumes facilement ou pas, etc. Donc cette petite liste là qui nous permet de dire qu'effectivement en fonction des réponses apportées à ces questions, nous dire, tiens, bon, peut-être que la toxémie, elle est quand même un peu élevée, il faut peut-être que je sois un petit peu attentif. Une affirmation, une grippe soignée par le docteur dure une semaine, une grippe laissée à elle-même dure 7 jours, une grippe soignée par le jeûne ne durera que 3 à 4 jours. Donc on va retrouver les symptômes des maladies aiguës qui sont listés aussi ici, correspondent en fait aux efforts naturels du corps pour établir son équilibre et se guérir lui-même. Donc intéressant aussi d'être attentif et de se dire, en fait je suis malade ou je suis en train de constater des symptômes de mon corps qui essaie de se guérir lui-même. Là encore un changement d'optique, mais intéressant et qui en fait est cité dans beaucoup de livres et par beaucoup d'auteurs, hein, donc il y a une réalité derrière. Des études faites en Allemagne dans des hôpitaux auprès de plus de 2000 patients là, sur des maladies chroniques, des syndromes de douleur chronique. Et la thérapie par le jeûne a été une méthode sécuritaire et efficace. C'était la conclusion de cette étude, hein, qui pourrait être incorporée dans un concept de médecine intégrée. C'est une belle conclusion en parlant de médecine intégrée, sans opposer les choses, des maisons de jeûne quasi illégales, où on ne sait pas trop ce qui s'y passe.
Mais effectivement, intégrer ça avec notre médecine actuelle est une belle idée aussi en collaboration tous ensemble. Un autre exemple, 1984, des médecins avec 174 patients souffrant d'hypertension, avec un jeune halo, en ayant arrêté tous les médicaments, donc avec des médecins, et 90% ont retrouvé une tension normale. Donc je passerai, il y a pas mal d'exemples comme ça, là, sur des choses qui sont très concrètes et très sérieuses. Point important, la restriction calorique n'est efficace que si elle est associée à une nutrition optimale. Dit autrement, jeûner, c'est pas essayer d'effacer des mois de nourriture junk food et compagnie. On a bien une notion aussi d'un socle de santé naturelle et de nourriture saine, parce que bien évidemment, on ne va pas en parler ici, mais micronutrition, etc., etc., on a besoin d'avoir une nourriture vivante, et il en part après. Il nous parle aussi dans ce chapitre par rapport aux radiations nucléaires, l'apport du jeûne, avec des expériences à Tchernobyl, etc., c'est intéressant. Alors, en final, sur ce chapitre, il dit, sa conclusion, c'est: peut-on arriver à conseiller, ouvrez les guillemets, as-tu essayé de t'arrêter de manger? Alors, voir la réaction des gens, puis quelque part, soumettre un peu l'idée. C'est un peu le but de ce livre, en final, hein, c'est de nous pousser à faire notre test. C'est clairement le but, et c'est comme ça que moi, du coup, j'ai commencé à tester grâce à ce livre. Donc il rappelle les intérêts, hein, éliminer tout ce qui nous encombre et empêche notre corps de fonctionner correctement. Amélioration de la santé, avoir peu de maladies, avoir plus d'énergie, atteindre un poids idéal, améliorer sa conscience et sa perception, élever son acuité mentale, découvrir un nouveau désir d'agir, approfondir sa sagesse, ce qu'il y a de meilleur en nous. Beau programme. Après, comment s'arrêter de manger? Et là, il dit, ne vous approchez jamais de la cuisine. Alors c'est clair que c'est assez fondamental, hein. Le jour où on a décidé ça, on se sent bien, on est léger, on est tranquille. Et puis effectivement, si on passe dans la cuisine et qu'il y a des choses, ça peut enclencher des réflexes. Et le subconscient, il est là et il est très fort. On peut aussi imaginer jeûner à plusieurs. C'est intéressant, en s'entretenant, en se motivant mutuellement. Ça, c'est une idée et ça fonctionne bien. Il dit une chose importante, et c'est là aussi que c'est pareil, on n'est pas, jeûner X temps juste à l'eau, ça peut être compliqué pour certains, mais comme il dit, tout régime alimentaire, temporairement ou permanent, qui tend à réduire l'apport calorique global et à remplacer des aliments transformés, carnés, industriels, traités, pasteurisés, conditionnés, etc., par des aliments simples, végétaux dans leur état brut et naturel, c'est-à-dire crus, est un régime qui va vous transformer physiquement, mentalement, émotionnellement et spirituellement. Voilà, donc c'est bien le titre de ce livre, hein, s'arrêter de manger un peu et de temps en temps. C'est pas forcément un jeûne à l'eau tout de suite. Hein. Voilà, je parlerai dans mes conclusions, mais c'est une approche que je trouve assez sympa. Et si vous n'avez jamais jeûné de votre vie, il est probable que vous ayez accumulé au fil des années dans votre organisme des immondices. Ça peut surprendre, mais c'est bien le cas. Et s'il dit ça, c'est parce qu'un nettoyage soudain de l'organisme par un jeûne ou une diminution des aliments peut provoquer des éliminations brutales de ces déchets. Et là, il y aura potentiellement des symptômes gênants et parfois douloureux, comme des maux de tête, des éruptions cutanées, une langue très chargée, une urine colorée et odorante, enfin voilà. Ce sont des choses assez classiques. J'ai connu beaucoup de gens, effectivement, qui, en démarrant un petit jeûne comme ça dans la journée, ont eu des maux de tête qui les ont poussés à remanger, et c'est magique, quand on remange, les maux de tête disparaissent. Donc du coup, la conclusion, c'est le jeûne n'était pas bon pour moi, j'ai eu des maux de tête. Donc c'est important d'avoir cette compréhension théorique avant de faire ses essais, et puis de faire ses expériences. À la rigueur, on remange, on n'a plus de maux de tête, on redémarre quelques jours après, et on comprend le mécanisme adapté à soi. Donc les conditions idéales, repos physique, repos mental, repos émotionnel, ça c'est dans la conception complète d'un jeûne, on va dire, le plus opérationnel pour le corps qui a besoin d'énergie, qui peut utiliser cette énergie pour ses travaux intérieurs, donc ce sont bien les conditions idéales. Bon, il parle aussi beaucoup de l'irrigation du côlon, avec l'hygiène intestinale, avec l'idée de nettoyer les fameux dépôts des 12 mm et compagnie, dont on a parlé plus avant.
Il nous parle aussi de psyllium, d'herbes de blé qui vont bien avec la notion de cure de détox. Et puis dans ce chapitre, on va avoir des cures de citron, des cures de raisin, avec par exemple la cure de Johanna Brandt, dont vous verrez aussi une vidéo sur le sujet. Et il dit il ne faut pas hésiter à essayer et à essayer de nouveau. Voilà, il donne des outils, il donne des pistes, des petites choses que l'on peut faire et que l'on peut tester. Sortir du jeûne, et ben ne pas faire ripaille après avoir jeûné quelques jours. Alors bien sûr, si on jeûne une demi-journée, une journée, la reprise alimentaire ne sera pas trop compliquée, on va dire, si on se lâche un peu, mais quelque part, l'idée, c'est d'en profiter, et ça c'est essentiel, et il insiste dessus, en profiter pour laisser longtemps les aliments en bouche et les mâcher longuement. Le vrai plaisir que l'on a à remanger après avoir arrêté de manger, c'est vraiment vraiment intéressant d'en profiter pour avoir ce respect de la nourriture et avoir ce respect du temps qu'il faut pour mâcher et prédigérer les aliments. Et pour le coup, je pense vraiment que c'est quelque chose que l'on peut retrouver après avoir arrêté de manger un petit peu. Et voilà, c'est un conseil à garder en tête. On remange une pomme après avoir jeûné un jour, et ben cette pomme on peut vraiment l'apprécier et c'est un vrai plaisir, et voilà, c'est une expérience à faire. Un chapitre sur la logique, comment ça fonctionne. Donc là, il va nous parler de différentes choses, sur les principes de base du jeûne et les fonctionnements internes, avec par exemple les résumés des effets physiologiques. 10 à 15% de l'énergie est dépensée par l'organisme par le système digestif. Il va nous parler de l'autolyse, qui va se diriger vers les cellules malades ou en mauvais état. Et du coup, ces cellules vont être désintégrées pour servir d'aliment en fait. Donc c'est un beau principe, c'est je trouve de l'aliment en interne, et au passage, du coup, je vais commencer par les choses qui me gênaient par ailleurs. Donc c'est quand même un très beau fonctionnement. Et c'est ça la magie du jeûne en fait, et de l'auto-guérison. Et du coup, on aura augmentation d'énergie et d'acuité mentale aussi à l'issue. Il dit le jeûne est une chirurgie sans bistouri. Et chaque jeûne reprend là où le dernier nous avait laissé. Donc faire des petits jeûnes de temps en temps, en ayant une nourriture physiologique en dehors, est intéressant aussi parce qu'on reprend les travaux dans l'ordre où on a accumulé les excès. Que se passe-t-il dans un corps privé d'aliments? Donc il décrit les différentes phases. Au début, en fait, entre 24 et 48 heures, pour un sujet inactif, le corps consomme le glucose et tous les glucides. Donc dans cette phase-là, en fait, il ne se passe pas grand-chose. On a encore nos réserves de glucose circulant. Et normalement, on n'a pas d'hypoglycémie ou de choses là, dans un fonctionnement, on va dire, d'un corps qui fonctionne correctement. La phase 2, on va rentrer en jeûne à proprement parler, et on va commencer à s'alimenter au niveau des lipides, avec le cerveau qui passe en mode corps cétonique. Donc là, il détaille différentes choses, avec aussi par exemple une perte de poids qui est importante dans les premiers jours, 1 à 2 kg, surtout dû à une perte d'eau. Et la phase 3, ça sera le retour de l'appétit, qui sera impossible à louper. Et ça, c'est entre le 40e et le 60e jour. En fait, c'est vraiment à un moment donné où le corps va avoir besoin d'un apport pour éviter de commencer à consommer dans ses protéines. Les contre-indications. Lui, il dit une seule, la peur, et tuberculose ouverte et fébrile, mais grosso modo, effectivement, c'est plus la peur qui va nous empêcher. Alors bien sûr, on a dit tout à l'heure, des maigreurs extrêmes, des malnutritions hautes, font que le jeûne ne sera pas la solution pour ces personnes-là, qui vont du coup avoir potentiellement des soucis, même si des fois on a vu des expériences où après quelques jours on a pu remettre en marche des fonctionnements fondamentaux au niveau du corps, et du coup des reprises de poids à la suite. Après, bon, il parle un peu de la médecine aussi, qui effectivement exprime souvent le fait d'être accompagné parce qu'il y a un danger. Bon, est-ce que c'est par méconnaissance, est-ce que c'est par toutes ces habitudes et ces petites phrases qui ont été répétées souvent Voilà, il évoque différentes hypothèses. Donc ces conseils d'hygiène de santé, donc là il y a tout un chapitre complet là-dessus. Manger de tout, mais pas tous les jours.
Donc la notion de varier, mais vraiment de varier, c'est-à-dire les jours, les semaines, les mois, les années, les saisons. Hein. Et sa règle des 3 V, végétal, donc lui c'est plutôt végétal clairement dans son approche, vivant, donc veut dire cru, pour conservation des vitamines et des enzymes, donc les graines germées, etc. Et varié, mais pas tous les jours. Et puis aussi, comme il dit, et pourquoi pas des aliments comme tout le monde, pour la convivialité, de manière non régulière et non excessive. Donc un régime équilibré, pour ne pas... un régime équilibré, ce n'est pas avoir la même quantité de cacahuètes dans chaque main. Ça fait partie des petites citations un peu toujours avec pas mal d'humour qui caractérise aussi ce livre et qui permet de le lire en restant toujours un peu interloqué de manière interactive et vivante. Et ça, c'est vrai que c'est chouette. Donc un chapitre où il va détailler beaucoup les fruits comme étant un aliment de base, donc bien sûr qu'il soit mûr, bio, où on peut consommer la peau. Ne buvez plus de lait, dit-il. Effectivement, les fractures du col du fémur, etc. On a montré que c'était pas ceux qui buvaient plus de lait, voire au contraire ceux qui buvaient plus de lait. Il parle des subventions où une vache européenne reçoit chaque jour 2 euros de subvention, alors que 2 milliards de personnes n'ont qu'1 euro pour vivre. Bon, effectivement, on est dans des situations qui sont assez décalées. Donc les protéines, et on parle un peu des protéines, parce que bien sûr, il y a la discussion sur doit-on manger de la viande ou pas. Bon, ce sont ses conseils de santé, c'est pas le cœur du livre, mais il en parle dans ce chapitre. Consommer moins de blé, par exemple, suppression des céréales et du lait égale disparition des rhumes et des allergies, en particulier chez les enfants. Manger le plus cru possible. Il détaille le cru comme étant bien sûr préférable au cuit. Il explique différentes choses là-dessus, comme étant... comme toujours, hein, au-delà de 40 degrés et quelques, les enzymes commencent à disparaître. Donc effectivement, il faut une dose de cru non négligeable pour avoir des apports vivants. La chlorophylle, entre autres. Il parle de la chlorophylle qui, en fait, est un apport énergétique important au global. Parmi les conseils, thé et chocolat contiennent la théobromine. C'est un alcaloïde qui est très irritant, donc à consommer vraiment pas tous les jours. Il parle du café, entre autres, qui gêne l'assimilation du fer et du zinc. Donc là encore, le café, pourquoi pas tous les jours. Si on a du café toute la journée et que du coup on gêne l'assimilation du fer et du zinc, inutile de dire que ce sont des micronutriments fondamentaux pour l'assimilation de l'oxygène et l'immunité, entre autres. Donc voilà, il existe une seule boisson, l'eau. Toutes les autres sont des aliments. Sur l'alimentation saine, il cite un rapport de l'INSERM là, assez intéressant et des études sur la nutrition et le cancer, où en fait les recommandations de santé publique devraient être de promouvoir la consommation des légumes et des fruits et de conseiller de manière modérée la viande. Mais en fait ce rapport, selon lui, est édulcoré car il ne faut pas faire peur. Bon. Existe-t-il un régime idéal ? Ça serait simple, on dirait, il n'y a qu'à faire ça. Sa réponse est claire, c'est non. Il y a trop de paramètres qui rentrent en compte, le climat, le lieu de vie, l'activité, l'état de santé, l'âge, etc. Tout ce qui fait notre identité. Quand manger ou quand s'alimenter ? Bon, il dit par exemple un jeûne à l'eau de 36 heures une fois par semaine, très bon outil de santé. Ou un repas par jour est une bonne solution. En fait, tout dépendra de notre qualité alimentaire le reste du temps et notre hygiène de vie le reste du temps. Et c'est à partir de ça qu'on pourra adapter donc à chacun de voir en fonction de sa propre hygiène de vie en général. Donc alimentation comment ? Boire les solides, manger les liquides. On va retrouver une fois de plus cette notion de prédigestion, mais qui est vraiment essentielle et qui revient toujours et tout le temps. Donc bien mâcher et garder longtemps en bouche. Manger dans la joie, pas de stress, pas de colère, pas de sentiments négatifs. C'est essentiel et c'est répété là aussi, toujours et encore, donc un petit peu chaque jour, prenons-le en compte. Ça peut être sympa. Exercice physique, donc transpirer.
le repos à travers le sommeil. Donc tout ça, c'est des petits chapitres où il détaille ces différents points. Et pour le reste, il dit air le plus pur possible, donc aéré, ou équipez-vous d'un bol d'air Jacquier, dit-il. Et puis, allez au soleil, régulièrement, avec la plus grande surface de corps disponible possible. Après, il nous parle de l'hygiène de vie mentale et émotionnelle, hein. Donc les émotions négatives, les pensées négatives, etc. Donc là, je vais passer. Du coup, son conseil sur ses principes de vie, c'est de se faire un programme sur 3 mois, par exemple, par écrit, et se l'afficher un peu partout. C'est-à-dire que typiquement, après une lecture de ce genre de livre, hein, comme bien d'autres, on peut avoir plein d'idées, être très motivé, et puis retourner à la vie courante. Je trouve que c'est une bonne idée là de se dire, ah bah tiens, ouais, ok, je peux essayer ici, tiens, le mois qui vient, je peux faire peut-être, bah voilà, pas de petit déjeuner, et puis le deuxième mois, bah, je vais essayer de me faire une fois par semaine, de passer le repas du midi par exemple, et puis essayer un peu plus de fruits, bref, appliquer les conseils qu'il donne, et puis se l'afficher partout, ou se le mettre en dur quelque part, mais voilà, et le suivre, et puis noter les résultats aussi, c'est une très bonne idée. Dans ses conclusions, ce qu'il dit, c'est qu'il y a des lois immuables. Les mêmes causes reproduisent toujours les mêmes effets. Et du coup, il faut agir concrètement. Croire ne suffit pas. La plupart des gens se sentent plus à l'aise avec de vieux problèmes qu'avec de nouvelles solutions. J'aime beaucoup cette conclusion. Voilà, bon, à titre personnel, moi j'aime bien aimer ce livre. Franchement, l'auteur nous pousse face à des faits dérangeants et à des petites piques. Tout ce qui nous pousse à manger tout le temps, manger souvent, manger dès qu'on a... Bref. Et c'est un moyen intéressant pour nous faire réagir en final. Ça peut peut-être repousser certains, mais je pense que la manière dont c'est écrit, on peut se dire, bah oui, au fait, c'est vrai, après tout, pourquoi s'arrêter un peu de manger, dit autrement, manger moins, ça reste faisable, je pense. Et puis de temps en temps, ça veut dire qu'on n'est pas forcé de signer pour rentrer dans un cadre rigide sans jamais pouvoir revenir en arrière. C'est vrai que depuis peu, tout un ensemble de systèmes nous pousse à manger, que ce soit l'éducation, qui est assez récente en final. Est-ce que c'est par rapport au manque dû à la dernière guerre ou pas? Mais c'est vrai que aujourd'hui, ne pas manger est pris par nos anciens comme quelque chose de quasi irrespectueux, en disant on a tellement manqué, aujourd'hui on a de quoi manger, il faut manger, quoi. C'est des choses que j'ai pu ressentir qui sont vraiment très fortes. Et on a bien sûr aussi la pression des industries alimentaires, qui serait par ailleurs temps d'encadrer réellement, parce que franchement, entre les pubs et puis les lobbies qui modèrent tellement les conseils de santé qui devraient être donnés aux populations, c'est insupportable. Et il existe suffisamment d'expérience et d'observation pour constater que ne pas manger dans certaines situations est bénéfique pour beaucoup de guérisons, pour beaucoup de problématiques. Donc ça serait dommage de ne pas en profiter. Alors c'est gratuit, pas de brevet, mais c'est ça qui est chouette, c'est que du coup on a notre autonomie, notre responsabilité face à ça. C'est quelque chose d'intéressant et que l'on maîtrise entièrement. Et on peut tout tester, hein, supprimer un repas un jour, et puis un autre jour on en supprimera 2, et puis plus tard un jour complet. Moi c'est ce que j'ai fait à la lecture de ce livre en 2016. En quelques mois, je suis passé d'un repas sauté et puis j'ai fini par 3 jours de jeûne, comme ça, tout seul, en m'observant, en y allant vraiment très progressivement. Et ça m'a donné envie de tester la suppression du petit déjeuner. Parce que quand j'ai fait ma grande réforme sur plein de plans, au final, effectivement, je me suis dit, bon, le petit déjeuner que je pensais obligatoire, en final, qu'est-ce que ça peut donner? Et après quelques semaines d'essai, parce qu'en final, comme tout le monde, il y avait un peu la peur, partir au boulot sans prendre de petit déjeuner, avec les transports en commun qui duraient 1h30, voilà, un jour on quitte la maison, le ventre léger en final, et la tête légère. Et puis ça se passe très bien, et puis c'est bien chouette, et ça m'a permis aussi de faire pas mal de choses, et pas mal de progrès au niveau santé. Et puis 2 ans après, j'ai fait une semaine de jeûne encadré, pour là aussi tester et voir ce que ça pouvait apporter. Et maintenant, ça dépend. Ça dépend des ressentis, ça dépend du contexte, de mes envies, du monde à la maison. Et il n'y a pas de choses fermes, établies, rigides et inébranlables. Juste de l'écoute, mais globalement, effectivement, rarement des petits déjeuners le matin, mais ça dépend.
Donc je trouve que ce livre est bien adapté pour une première approche du jeûne. Le jeûne n'est pas marqué dans le titre, hein, mais c'est bien ce dont il s'agit. Mais du coup c'est chouette parce que c'est bien l'idée de varier, de tester et de faire nos expériences. Et pour un jeûne court à l'eau, 24-48 heures, à part quelques désagréments, bah, c'est réalisable pour la plus grande majorité d'entre nous. Et je vous mettrai dans les commentaires de la vidéo un lien pour pouvoir lire les 2 premiers chapitres du livre pour voir si ce livre peut vous intéresser. Voilà, et ben je vous souhaite de faire vos expériences et puis j'en ai fini pour le résumé de ce livre.